8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. Vous faites partie des figures qui depuis 2 mois maintenant battent le pavé, battent le rappel. Et c'est la 8e journée de mobilisation aujourd'hui. C'est aussi cette journée cruciale. Demain également, commission mixte paritaire aujourd'hui. Nouvelle mobilisation donc et peut-être demain adoption avec ou sans 49.3. Et puis aux abords du Parlement, il y aura vous, il y aura Philippe Martinez puisque vous avez déjà annoncé que demain vous feriez en quelque sorte le siège de l'Assemblée nationale, vous iriez manifester devant les députés. Votre combat de ces derniers jours, il s'est particulièrement focalisé sur une question, l'usage ou non du 49.3. Est-ce que vous n'avez pas pris un risque? Parce que si l'on en croit le gouvernement, il n'y aura pas de 49.3. Et donc au fond, vous serez obligé de reconnaître qu'il y a une forme de légitimité à cette réforme. Non, mais le combat de ces derniers jours, il s'est concentré sur une chose. Cette réforme, elle demeure injuste et brutale pour les travailleurs et travailleuses qui seront impactés. On ne parle pas d'un objet politique, on parle d'un objet social, d'une réalité du monde du travail qui rejette cette réforme parce que ça a des conséquences concrètes dans la vie de chacun et chacune au travail, par l'allongement de la durée de carrière de 62 à 64 ans. Et cette réforme, elle est rejetée massivement dans l'opinion. Et elle continue à l'être, en effet, sondage après sondage. Elle fait l'objet des plus grandes mobilisations jamais organisées dans la rue, des manifestations, chiffres de la police, comme ça enlève toute contestation, depuis le début des années 90. Le 31 janvier et le 7 mars, ce ont été, la semaine dernière, les plus grandes mobilisations jamais organisées. Et elle fait l'objet d'une procédure parlementaire escamotée. Et donc, nous, on s'en souvient des débats express. Des procédures, des 47.1, etc., dont je ne suis pas un spécialiste, mais en ça, on voit bien qu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée, qu'il y a eu une accélération dans une enceinte, le Sénat, qui est d'habitude empreint de sérénité, une accélération des débats, etc. Et donc, notre combat, il est contre l'objet de cette réforme, pour qu'on parle enfin du travail et des travailleurs dans cette réforme, et pas des jeux politiques. Parce qu'on voit bien que c'est un compromis politique qui a été cherché et pas un compromis social sur le travail. Compromis politique, vous voulez dire avec LR, on va y revenir. Bien sûr, et c'est l'idée qu'il n'y ait pas, in fine, un passage qui, alors là, escamoterait totalement le processus parlementaire. Donc oui, on est intéressé à ce que les parlementaires s'expriment. Et c'est à eux que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Parce que donc dans 25 minutes, là, il est 8h35. À 9h, la commission mixte paritaire se réunit. Qu'est-ce que vous leur dites aux 14 qui vont siéger? Je m'adresse surtout à ceux qui vont siéger demain dans les votes. Je leur dis, regardez ce qui s'est passé depuis le début. On a une réforme des retraites qui est, contrairement à ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire partant du travail et des réalités des travailleurs, a été sur une logique purement budgétaire pour résorber un déficit qui ne met pas en cause le système des retraites par répartition. C'est totalement contesté dans une mobilisation qui, en termes de géographie et de sociologie des manifestants et donc des électeurs, est extrêmement diverse et qui va avoir des conséquences en termes de ressentiment du monde du travail à l'égard de cette réforme et donc de ceux qui, quelque part, auront permis qu'elle se mette en place, qui va être profond. Je leur dis, agissez en responsabilité. La responsabilité, c'est évidemment d'avoir des convictions, et je ne doute pas que les parlementaires en aient, mais c'est de regarder ce qui est en train de se passer dans la société et dans le monde du travail. Cette réforme, à bas bruit, elle est contestée par encore plus de monde que ceux qui s'expriment publiquement. On a aujourd'hui des chefs d'entreprise, on a des DRH qui sont inquiets des conséquences de mise en œuvre de cette réforme. On a des responsables des comptes sociaux qui sont inquiets du fait que ce report de l'âge, il va avoir une conséquence concrète sur l'assurance chômage, mais aussi sur la caisse d'invalidité, parce que des gens ne pourront pas aller au bout de leur carrière. Donc les députés à qui vous vous adressez ce matin, vous leur dites quelques groupes d'où vous veniez. Exactement. Votez contre cette réforme. En âme et conscience, et regardez ceux et celles qui, dans vos circonscriptions, qui, par la manifestation ou par la parole sans s'engager forcément à une manifestation, contestent cette réforme. Ce sont des gens normaux. C'est la France du réel, la France du travail, qui tous les jours s'investit dans son travail, aime son travail, est au travail, mais qui dit c'est pas possible, cette réforme, elle ne parle pas de nous, elle ne nous concerne pas, au sens où elle n'est pas en résonance avec ce qu'on vit tous les jours au travail. Vous revendiquez d'être le représentant d'une France responsable, d'une France raisonnable. Laurent Berger, pour poursuivre quand même cette adresse que vous avez vis-à-vis des députés et de leurs responsabilités demain, y a-t-il encore une poignée, peut-être plus, de députés que vous pensez pouvoir convaincre d'ici demain? Mais je l'espère. C'est que ça se joue à un ou deux près.
par la démonstration qu'aujourd'hui, il y aura encore des mondes dans la rue pour dire qu'on ne veut pas de cette réforme, par la force de nos convictions, par notre sincérité. Par notre sincérité. On ne s'engage pas dans ce combat qu'on mène depuis maintenant plusieurs mois sans le faire en résonance, en ancrage dans le monde du travail. Avez-vous parlé à un certain nombre de députés? Certains d'entre vous qui avaient des doutes ont-ils demandé à vous rencontrer? Mais bien sûr, on a discuté avec un certain nombre de députés. Moi, je suis frappé d'une chose. C'est d'abord une conviction très partagée, très largement partagée, que cette réforme, elle a été mal construite, mal bricolée, elle a fait l'objet de beaucoup d'imprécisions, de beaucoup d'incompréhension et parfois peut-être un peu de manipulation dans des chiffres qu'on donnait qui n'étaient pas les bons chiffres. Vous pensez notamment à la question des 1200 €, c'est quand même très frappant. Donc, il y a un consensus assez large, même très très large, sur le fait que c'est clairement pas un objet politique et un objet social très pertinent. En gros, des gens qui sont prêts à Charles monter, de Courson, qui était à votre micro hier, qui est jusqu'à présent, en tout cas, un député considéré comme modéré, centriste, disait qu'au fond, il était pour une réforme des retraites, mais que celle-ci ne correspondait même pas à notre monde tel qu'il est aujourd'hui. Mais on voit dans la majorité aussi des députés qui font leur travail, qui sont extrêmement mobilisés dans leur rôle de parlementaire, dire que cette réforme, il la trouve totalement inepte, etc. Mais c'est ça le sujet. Vous pointez exactement le sujet. Le sujet, c'est, moi je m'adresse à chacun et chacune d'elles. Au nom de ces salariés normaux, j'ai envie de dire. Je leur dis, écoutez, votez en âme et conscience. Votez en âme et conscience. Demain, il peut y avoir un moment. Certains, notamment au gouvernement, pensent que demain, s'il y a vote, c'est la fin d'une séquence. Mais la vie des gens, c'est pas une séquence. C'est pas la fin d'une séquence, ça va provoquer un profond ressentiment dans le monde du travail, de profondes difficultés de mise en œuvre de cette réforme qui n'ont pas du tout été pensées. Cette mise en œuvre n'a pas du tout été pensée. Ça va provoquer un mal-être dans le monde du travail, des difficultés dans les entreprises, où on va devoir tout d'un coup avoir des gens qui, dans des métiers difficiles, vont devoir travailler 2 ans de plus et dont on ne sait pas comment on va les gérer. Donc, je leur dis, votez en votre âme et conscience. C'est normal d'avoir des disciplines de groupe, d'avoir des logiques politiques, etc. Mais là, demain, on parle du réel, on parle du monde du travail, on parle de ceux et celles qui ont été mobilisés pendant le Covid et qui le vivent très mal, ce qui est en train de se passer. Laurent Berger, on va parler d'ailleurs des éboueurs dans un instant et de la décision de Gérald Darmanin de presser Anne Hidalgo de réquisitionner. Mais encore un mot sur cette question-là et sur votre adresse aux députés. Est-ce que vous considérez que ceux qui voteraient pour la réforme sont éloignés du monde réel, si je reprends vos mots? Je ne pointerai personne. Chacun agit en responsabilité dans une démocratie et on respecte les opinions des uns et des autres. Je ne me fais pas prendre au piège de pointer, d'avoir des discours. Vous voyez bien la mesure de mon interpellation aux députés, qui est une interpellation sincère. Je leur dis, vous prenez une responsabilité d'un monde du travail qui va se déconnecter encore plus du politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir 2 réalités parallèles. On ne peut pas avoir une réalité parallèle d'un monde politique qui finalement gère les choses d'un point de vue politique. Et c'est ça le vice de départ. C'est quand même ce compromis politique qui a été cherché au détriment du compromis social. Et de l'autre côté, autant de gens qui travaillent. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui travaillent. Il y a un très bon article ce matin de Jean-Hervé Lorenzi qui explique qu'il n'y a pas de France des flemmards. Il n'y a pas de France des flemmards. Il y a une France de gens qui sont investis dans leur boulot et qui y vont tous les matins dans des conditions qui ne sont pas toujours très simples, dont on a oublié qui ils étaient. Et donc, ça peut pas. Je leur dis juste qu'il ne faut pas accentuer cette cassure et que le rejet de cette réforme, pour en faire une autre, je le dis, pour en faire une autre réforme des retraites, pour un système plus juste. Vous dites pas ensuite on sera opposé à toute réforme. Mais bien sûr que non. Vous étiez d'ailleurs favorable à la réforme des retraites telle qu'Emmanuel Macron l'a souhaité au premier. Cette réforme pour recoller un peu, pour reconnecter le fait politique. Laurent Berger, et le fait social. si le texte est le fruit d'un vote, est-ce que vous le respecterez? Mais qui ne respecterait pas un vote dans une démocratie? Qui ne respecterait pas un vote dans une démocratie? Qui aurait intérêt à ça? Donc la question n'est pas de ne pas le respecter. J'ai bien compris qu'il y avait un 49.3. Là, pour le coup, vous vous autorisez à estimer que ce texte ne sera pas légitime. Non, le 49.3, il fait peser un souci d'illégitimité sur ce texte, c'est une évidence. Ça reste une procédure légale. Vous savez, moi, je crois au droit et je crois au fait qu'on ait des règles collectives et qu'on se les applique. Ça sera moins légitime, mais ça ne sera pas illégal. C'est un vice démocratique, je l'ai dit, au sens
où toute la procédure, tout ce que je viens de vous décrire, finira par un 49-3. Et puis ce sera quand même la démonstration de la part du gouvernement que finalement il n'avait pas de majorité, alors que toute la construction de cette réforme et le bricolage Elisabeth de cette réforme, Bornière encore qui disait nous avons une majorité existe. Oui, Ou Emmanuel Macron qui dit on a une majorité forte. Jusqu'à demain, tout ça reste des mots. Ça reste un peu une partie de poker. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a un vote, ça ne met pas fin au ressentiment des salariés. C'est-à-dire vous respecterez la démocratie, mais vous mettez en garde contre le ressentiment. Et d'ailleurs, demain, on ne fait pas le siège de l'Assemblée, comme vous l'avez dit. On va, avec les autres responsables des organisations syndicales... Avec tous les leaders syndicaux. Oui, expliquer, faire une dernière adresse aux parlementaires, pleine de respect, pour dire, écoutez, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Mais soyons clairs, ici, il y a un vote... Ça ne veut pas dire que demain, il y a un communiqué de l'intersyndicale, on se réunira, on décidera ce qu'on fera, mais on continuera, je vous le dis, à porter les réalités du monde du travail. C'est ça qu'on a réussi à faire. Enfin, on le soulignera encore longtemps, j'espère. On a réussi à porter les réalités du monde du travail dans sa grande diversité. Et encore aujourd'hui, les mobilisations qui vont avoir lieu et qui vont commencer dans quelques heures seront celles de salariés. Alors, ces mobilisations... seront celles de salariés du réel. Vous avez évoqué, Laurent Berger, certaines journées historiques depuis le début de la mobilisation. Celle d'aujourd'hui, elle risque de l'être nettement moins quand même, non ? Mais d'abord, on est un mercredi, mais on avait choisi la date de la CMP. Il y a une forme de... Ça pèse sur le pouvoir d'achat. On n'est pas totalement... Vous partez déjà un peu défaitiste. Non, je ne pars pas défaitiste. Je dis les éléments, mais ça restera une grosse journée de mobilisation pour un mercredi. Donc, quand on fait une journée historique, on dit oui, mais ça ne change rien. Et en fait, on souligne à peine le côté de la plus grande mobilisation. Et quand il y a un peu moins de monde, on dit, vous voyez, il y a une pente descendante. Est-ce qu'il n'y a pas une pente descendante? Le sondage qui a été présenté sur cette antenne le montre tout à l'heure. Une opposition ferme et féroce à cette réforme. Notre sondage est là-bas. Et l'idée de ne pas en finir simplement par un vote. Les gens ne fonctionnent pas par séquence, c'est fini. Les gens estiment qu'il faudra continuer la mobilisation, y compris après. En tout cas, il y a un appel à poursuivre le fait de porter les revendications du monde du travail et à le faire qu'il soit respecté, ce qui n'a pas été dans ce processus. Ce qui permettrait peut-être de canaliser cette situation explosive, voilà l'expression de Philippe Martinez sur BFM TV hier soir. Est-ce que vous aussi, vous estimez que ces 48 heures, c'est l'aube d'une situation explosive? Moi, ce que je ressens, et j'étais encore dans une entreprise hier, parce qu'il faut aller voir ce qui se passe. Ce que je ressens, c'est qu'on est passé en janvier d'un processus de contestation d'une réforme, et on commence à monter dans un sentiment, un sentiment de ressentiment, voire de colère dans certaines têtes. Vous savez, vous me parliez du nombre de manifestants. Parfois, quand il y a moins de manifestants dans la rue, il y a plus de colère dans les têtes. Parce que c'est une forme de résignation que on le voit aussi. Oui, et puis on a le sentiment d'avoir été méprisé. Vous savez, le mépris, on s'en relève. C'est comme l'humiliation, on s'en relève pas facilement. Et moi, je crois qu'il y a le monde du travail a le sentiment d'avoir été méprisé, y compris parce que, on commence à nous parler des séquences d'après, on travaillera sur le travail, sur je ne sais quoi, puis vous viendrez aux réunions. On n'a pas été reçus pendant 2 mois. Vous vous êtes senti méprisé, humilié? Non, mais personnellement, non, parce que c'est pas le sujet en fait. Mais le monde du travail, ceux qui manifestaient, oui, par la réponse la semaine dernière du président de la République au courrier qu'on lui a adressé, je peux vous le dire, dans les cortèges, on a beaucoup entendu ça. Laurent Berger, vous vous êtes adressé à nos confrères allemands du journal le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et vous leur avez confié aussi les échanges que vous aviez eus avec Emmanuel Macron depuis sa réélection. Macron m'a remercié et m'a dit qu'il me devait beaucoup parce que vous faisiez partie de ceux qui ont dit que vous ne voteriez pas Marine Le Pen. Mais tu ne me dois rien, lui ai-je rétorqué. Tu dois en revanche au pays de l'apaiser et de le réconcilier. C'était un vote contre Madame Le Pen, mais pas une adhésion à ton programme. Et si vous me demandez si je préfère la retraite, là vous vous adressez aux journalistes, si vous me demandez si je préfère la retraite à 65 ans à Madame Le Pen au pouvoir, alors je vous répondrai sans état d'âme que oui, mais Monsieur Macron n'a pas été élu pour augmenter l'âge de la retraite. Vous ajoutez d'ailleurs que vous estimez qu'il manque de colonne vertébrale, qu'il a l'arrogance française et qu'au fond, avec lui, vous ne savez jamais véritablement ce qu'il pense. Est-ce qu'en effet, vous avez tenu ces propos? Vous résumez des propos... C'est des mots que vous avez prononcés. Je peux vous le dire, c'est ce que vous dites au début sur la réforme, le fait que les gens n'ont pas été élus, Monsieur Macron n'a pas été élu sur les 65 ans, mais élu contre Madame Le Pen, sur le fait que la CFDT, dès le soir du premier tour, puis ensuite dans différentes tribunes, y compris une avec Philippe Martinez, on expliquait qu'il fallait pas Madame Le Pen au pouvoir. Oui, j'assume, je le dis, je l'ai même dit le lendemain de l'élection dans une tribune au Monde, en disant ça ne vous donne pas mandat. Mais quand vous lui dites à lui,
Ça ne Quand vous vous donne dites pas à mandat. Emmanuel Macron, Laurent Berger, quand vous lui dites « tu ne me dois rien mais tu dois au Mais pays », bien qu'est-ce sûr qu'il vous que répond? personne ne doit rien. Il a été élu, j'ai pas le problème avec ça. Ça veut simplement, c'est les conditions de l'élection. C'est ça dont il est question. Les conditions de l'élection qui sont face, pour la deuxième fois malheureusement, une candidate du Rassemblement national dont on rejette tout. Que ce soit sur la question sociale, sur la question de la conception de la France, de l'ouverture, etc. On rejette tout. Eh bien, ça ne donnait pas un chèque en blanc pour essayer de faire cette réforme contre le monde du travail Est-ce que vous après faites partie la de ceux pandémie. qui considèrent... C'est ça que je lui dis. Mais je lui ai dit, je le lis dans une tribune que vous irez rechercher, dès le lendemain de l'élection présidentielle, dans une tribune au Monde. Et ensuite, oui, je crois que cette réforme, elle a été faite sans tenir compte du moment dans lequel on était, du moment dans le monde du travail, post-pandémique, où les gens avaient beaucoup donné et ont eu le sentiment de ne pas avoir la reconnaissance. Et vous faites partie de ceux qui sont inquiets aussi des conséquences pour le pays de cette dissonance entre les décisions gouvernementales et l'état d'esprit du pays. La question de la grève des éboueurs, elle est assez symptomatique. Depuis plusieurs jours, des déchets s'accumulent, à la fois dans les rues de Paris, mais d'autres villes de France. Et hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit avoir appelé la maire de Paris, Anne Hidalgo, en lui mettant la pression, en lui disant, voilà, soit vous faites appel aux réquisitions, soit je le ferai. Qu'en pensez-vous? Est-ce une manière de casser la grève ou est-ce que finalement vous comprenez cette décision? Non, je ne la comprends pas. Je vais dire en 3 points ce que je pense de cette situation. 1, personne ne nie le désagrément pour les Parisiens et les Parisiennes, pas que les Parisiens et les Parisiennes, hein, si je peux me permettre. Hein. Il y a d'autres endroits. C'est pour ça que j'ai dit, il y a tout à fait, il y a plein d'autres villes. Donc il y a le Havre, il y a Bordeaux. Personne ne nie le désagrément. Voilà, c'est pas agréable. Deuxième point, c'est qu'on est en train d'en faire un objet politique, alors que c'est une question sociale. Parce que mon troisième point, c'est quoi? C'est que pendant le confinement, quand vous étiez à Paris, que vous étiez chez vous, que vous produisiez plus de déchets parce que vous étiez toute la journée chez vous, avec vos enfants, eh bien, vous étiez bien content que les poubelles que vous sortiez le soir, elles soient ramassées. Et elles étaient ramassées par qui? Par ces travailleurs et ces travailleuses. Beaucoup de ces travailleurs, beaucoup issus d'ailleurs, je le dis pour une part, de l'immigration, qui sont jusqu'à 62 ans aujourd'hui, excusez-moi l'expression, au cul d'un camion à ramasser dans des conditions assez désagréables. Parfois avec des coups de klaxon de ceux dont ils ramassent les déchets parce que ça va pas assez vite, etc., pour se faire engueuler. Parfois avec aussi pas mal d'incivilités qui peuvent exister pour qu'on balance, parce qu'il y aura bien quelqu'un qui ramassera les papiers sur le trottoir. Je le dis, ça peut pas aujourd'hui, après les avoir applaudis, après avoir considéré qu'ils étaient là, avoir des discours qu'on entend parfois sur certains plateaux en disant « ouais, mais enfin, ils sont quand même un peu privilégiés, etc. » Eh bien, que les gens qui disent ça aillent faire ce boulot-là et qu'ils envoient leurs gosses faire ce boulot-là dans les années à venir. Est-ce le rôle du ministre de l'Intérieur aujourd'hui d'abord, il faut considérer que ces gens vivent mal, ces travailleurs. Et la CFDT est à l'aise, elle n'est pas implantée en tant que telle dans le secteur du nettoyage à Paris. Donc vous en parlez en toute objectivité. Je le dis. En toute les conditions, en tout cas. Le ressenti de ces salariés sur les 2 ans de plus dans leur carrière, il est brutal. Ensuite, il faut trouver une solution. La solution, si on était un peu simpliste, et permettez-moi de temps en temps de l'être, c'est quand même qu'ils contestent quoi? Une réforme des retraites. Le fait de devoir travailler 2 ans de plus. Ça se regarde quand même, les conséquences pour eux, on ne peut pas les passer sous silence. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au lieu de répondre par la réquisition, ils auraient dû répondre sur le fond en disant on va tenir compte. Non mais moi, vous savez, le politique, c'est dire des mots et regarder comment ces mots, ils se transforment en action. Monsieur Darmanin, vous faites comment? C'est ça la question qu'il faut poser ce matin. Vous faites comment pour réquisitionner des gens? Vous allez chercher un par un? Il en faut 3000 pour nettoyer pour faire le ramassage des déchets à Paris. Vous allez chercher chacun chez eux. C'est pas dans le 16e que vous allez les chercher. Hein. C'est en banlieue. Hein. Il va falloir aller les chercher. Comment vous allez faire? Donc arrêtez de faire d'un objet politique. Donc ce n'est qu'une démonstration politique. C'est la démonstration ou une démonstration supplémentaire que sur ce sujet des retraites, on a voulu en faire un objet politique avant d'en faire un objet du travail, de la vie concrète des gens, de leur façon dont ils travaillent, dont ils sont parfois cassés par leur travail, y compris physiquement, et on veut leur dire, écoutez, vous nous faites chier, excusez-moi le terme, mais maintenant vous allez vous remettre au boulot parce que nous on va circuler peinard et sans poubelle qui traîne dans les rues de Paris, ce qui, je le répète, est désagréable. C'est
c'est pas comme ça qu'il faut prendre les affaires. Il faut arrêter de tout politiser au mauvais sens du terme. Il faut peut-être un peu prendre en compte les réalités sociales, y compris de ces travailleurs-là. Un dernier mot, Laurent Berger, ce matin sur RMC, j'ai eu 2 auditeurs au bord des larmes parce qu'ils réalisaient ou pensaient réaliser que leur premier contrat, ayant été un contrat d'apprentissage, n'allait pas être pris en compte. Ils disaient, moi j'ai commencé à travailler à 14 ans pour l'un, à 16 ans pour l'autre, et tout d'un coup je réalise que ce contrat ne valait rien. Est-ce le cas ou est-ce qu'on peut les rassurer, au moins sur ce point ? C'est clair, si vous êtes rentré en apprentissage post-réforme Touraine, qu'on avait négocié, je vous rappelle, qu'on avait concerté, qui n'avait pas fait l'objet de ces situations assez dramatiques qu'on est en train de traverser dans notre pays aujourd'hui, parce qu'il y avait une réelle discussion, une réelle concertation, si vous pouviez, votre période d'apprentissage compte. Post-2014, pas avant. Pourquoi la CFDT voulait un système universel des retraites et avait remis ça sur la table? C'est parce qu'on voulait que ces situations-là sont prises sur la table. Donc, je n'ai pas une bonne nouvelle pour ces personnes. Et je le regrette profondément. Mais s'ils ont été en période d'apprentissage, contrairement d'ailleurs à ce qui a été dit à un moment donné sur une antenne par la Première ministre, s'ils sont en période d'apprentissage, ils ont été en période d'apprentissage avant 2014, cette période ne comptera pas. Et c'était le cas puisqu'ils sont déjà plus proches de la retraite que du début. Et je peux vous dire que tous les deux... qu'on pourrait reconstruire pour le rendre beaucoup plus juste. C'est tout ce que le gouvernement n'a pas voulu faire. Et ils étaient dans une situation, je recommande à ceux qui nous écoutent de réécouter ces 2 témoignages. Ils avaient véritablement la gorge nouée. Merci Laurent Berger d'avoir répondu à mes questions ce matin, à l'aube donc de cette 8e journée de mobilisation et de cette journée aussi de commission mixte paritaire. Vous qui êtes secrétaire général de la CFDT. 8h53 sur RMC BFM TV.